vais vous parler de la Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche, qui a donc été signée en fait par l'ENS et l'ENS Rennes, et qui peut répondre ou qui peut, disons, donner un cadre à cette interrogation autour de l'intégrité scientifique, ce qui est vraiment important. Alors, je vous invite, je pense qu'on va vous donner en fait cette charte, je vous invite à la lire. C'est pas forcément fun, mais c'est maintenant que vous avez travaillé en fait sur cette problématique, je pense que c'est intéressant de la lire de façon un peu même critique. Donc, dans le préambule, ce qui est indiqué, vous pourrez lire l'ensemble du préambule, mais ce qui est indiqué, c'est que l'objectif de cette Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche, c'est d'expliciter les critères d'une démarche scientifique rigoureuse et intègre. Et vous avez vu que ça ne va pas de soi et qu'on peut en effet s'interroger sur ces pratiques, les critères et ce que c'est qu'être rigoureux et intègre. Alors, le premier point, c'est que, en fait, il y a un respect des dispositifs législatifs et réglementaires. C'est-à-dire tout chercheur, et chercheurs, ce n'est pas seulement les chercheurs statutaires, hein, c'est par exemple les stagiaires, les ingénieurs, etc. Donc le personnel impliqué dans la réalisation de la recherche doit se tenir informé des dispositifs législatifs et réglementaires qui régissent ses activités professionnelles et veille au respect des textes correspondants, s'agissant notamment des recherches sur l'être humain, l'animal et l'environnement. Alors c'est vrai que nous, c'est une problématique qu'on a beaucoup, mais je crois qu'ici aussi, il y a quelques personnes qui sont appelées à travailler sur l'animal. Il faut connaître les règles à suivre quand on travaille sur du matériel vivant. Que ce soit donc des animaux ou quand on travaille avec des échantillons humains, par exemple l'anonymisation des données, etc. Et ça, c'est important. Et quand vous n'avez pas la formation, vous êtes en droit de demander à l'école dans laquelle vous travaillez ou à l'organisme de recherche dans lequel vous travaillez d'être formé et de connaître ce cadre législatif et d'avoir, par exemple, pour l'expérimentation animale, de recevoir la formation qui est légalement demandée. Alors, le deuxième point, c'est la fiabilité du travail de recherche. Les chercheurs doivent respecter... Ah oui, on peut revenir sur le premier point aussi, le cadre légal, le plagiat. Comme on vous l'a dit, il y a un cadre légal qui, en fait, n'est pas le plagiat même, mais la contrefaçon. Et donc, il faut connaître ce cadre légal. On reviendra un petit peu après, mais en fait, la loi vous a été donnée tout à l'heure. Donc, la fiabilité du travail de recherche. Les chercheurs doivent respecter les engagements pris dans le cadre de leur unité de recherche, dans le cadre des contrats spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a des engagements qui ont été pris. Par exemple, vous travaillez avec une compagnie privée, il y a des engagements de non-divulgation des données qui ont été pris. Il faut que vous les connaissiez, il faut qu'on vous les ait donnés. Donc, vous pouvez les réclamer. Si vous travaillez dans le cadre avec un directeur, dans le cadre d'une étude avec une société privée, vous pouvez demander, voilà, qu'est-ce qu'on a le droit de divulguer, de ne pas divulguer, etc. Les méthodes mises en œuvre pour la réalisation du projet de recherche doivent être les plus appropriées. Donc ça, c'est un vrai souci, c'est-à-dire qu'on parle là de quels outils utiliser, quelle méthodologie. Est-ce qu'on doit mettre, par exemple, des protocoles c'est-à-dire bien écrire un protocole en amont de la recherche et dire, voilà, dans tel et tel cas, je vais omettre des points. J'ai le droit d'enlever de mon jeu de données des données quand, avec un certain nombre de critères. Hors de ces critères, vous ne pouvez pas enlever un point de vos données expérimentales. Donc la description détaillée du protocole de recherche avec le fameux cahier de laboratoire. Je ne sais pas si vous serez amené à utiliser des cahiers de laboratoire, mais la tenue de ces cahiers de laboratoire est extrêmement importante. Et il faut savoir que donc elle doit permettre la reproductibilité des travaux expérimentaux par vous-même et par d'autres. Donc les notes doivent être explicites. Et les résultats bruts, ainsi d'ailleurs que les cahiers de laboratoire, appartiennent à l'institution, c'est-à-dire à l'ENS ou à l'ENS et un autre organisme s'il y a un cofinancement, etc.
Et l'analyse des résultats doit être conservée de façon à permettre leur vérification. Donc c'est bien conservé, c'est-à-dire que quand on a des gros jeux de données, il faut avoir des serveurs sûrs, il faut avoir des duplications de ces données. Et il faut aussi qu'elles soient étiquetées de façon correcte pour qu'on puisse réanalyser ces données. Et c'est extrêmement important parce que oui, on peut avoir des biais. On ne peut pas vous en vouloir d'avoir des biais, d'avoir fait une erreur. Mais par contre, si ces jeux de données, par exemple, qui peuvent provenir de patients, ne peuvent pas être réanalysés par la communauté scientifique parce qu'ils ont été mal conservés, mal annotés, à ce moment-là, là, oui, on peut vous en vouloir. Alors, les conclusions doivent être fondées sur une analyse critique des résultats et les applications possibles ne doivent pas être amplifiées de manière injustifiée. Alors ça, cette amplification des applications possibles, c'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit parce que, alors, dans le monde médical en particulier, je ne sais pas, moi, quand je suis invitée à dîner, même parfois, je ne dis plus que je travaille sur le cancer parce que les gens sont touchés directement ou indirectement dans leur famille, etc. Et ils vous demandent, alors on va pouvoir soigner, ce qui est tout à fait normal. Donc vous avez un droit de réserve aussi. Et si on vous interroge dans votre spécialité, il faut que vous restiez aussi juste, même dans vos conversations privées. Et bien sûr, dans les demandes d'argent, on ne dit pas je vais soigner le cancer, le sida et puis aussi le corps au pied tant que j'y suis. Bon, il faut rester raisonnable. Parfois, c'est difficile parce que c'est quand même un exercice qu'on vous demande de faire. On vous demande de prouver que vous allez servir vraiment à quelque chose. Quand même, il faut garder une certaine humilité. Et les résultats donc, doivent être communiqués dans leur totalité, de manière objective et honnête, autant qu'on puisse être objectif, puisque, comme on l'a vu, on a des biais cognitifs, etc. Donc là aussi, s'assurer que, par exemple, moi, je donne toujours mes articles à relire à des collègues dont je sais qu'ils ne sont pas forcément... qui vont être cash, quoi. Qui vont me dire, ouais, là, tu es gentil, mais je trouve que tu exagères. Donc, on est entouré de gens, avant de soumettre un papier, des résultats à une conférence ou à un journal, je vous invite à les donner à vos collègues pour qu'ils exercent leur sens critique. Et c'est toujours mieux, finalement, que ce soit un collègue qui vous dise, là, tu exagères, là, c'est mal fait, plutôt qu'on vous refuse un article et que votre réputation puisse être aussi perdue pour un journal. Alors, tout travail de recherche s'appuie naturellement sur des études et résultats antérieurs. Donc là, on parle du plagiat et de la reconnaissance des travaux. L'utilisation de ces sources se doit d'apparaître par un référencement explicite lors de toute production, publication et communication scientifique. Leur utilisation nécessite, dans certains cas, d'avoir obtenu en préalable les autorisations nécessaires. C'est vrai que, par exemple, ça arrive souvent, lors d'une conférence, quelqu'un vous dit « Ah, c'est super ce que tu viens de présenter, parce que moi, j'ai des résultats qui sont assez comparables, ou des résultats qui confirment un peu ce que tu as. » Et donc, on ne peut pas les citer sans avoir demandé l'autorisation de l'auteur. Et d'ailleurs, on doit préciser qu'on a obtenu l'autorisation de l'auteur. Dans ce cas, pour renforcer ses propres travaux, on dit voilà, un tel groupe a obtenu des résultats similaires qui ne sont pas encore publiés. S'ils sont publiés, évidemment, on cite les sources. Alors, la communication. Les résultats d'un travail de recherche ont vocation à être portés à la connaissance de la communauté scientifique et du public en reconnaissant les apports intellectuels et expérimentaux antérieurs et les droits de la propriété intellectuelle. Alors ça, c'est quand même très important parce qu'il ne faut pas rester dans le doute absolu en se disant « Ah là là, peut-être que je suis en train de raconter des carabistouilles ». On a le droit de se tromper, encore une fois, hein. Donc, mais en même temps, si les travaux de recherche, si cette masse de connaissances nouvelles et de données reste dans un tiroir, elle est utile à personne, ni à vous, ni à la communauté scientifique, ni à la société. Donc, à un moment, il faut prendre aussi ses responsabilités et mettre sur la place publique ces résultats
avec la plus grande honnêteté possible. Donc le travail est le plus souvent collectif, et quand c'est le cas, la décision de publication doit être prise de manière collective. Alors peut-être que vous n'avez pas encore été confronté à ce problème. Le problème de la publication, c'est un problème important parce que c'est un problème de reconnaissance, et que finalement notre travail parfois est difficile à mesurer, comme on en a parlé, hein, on est reconnu par la publication. Et aussi, on peut avoir travaillé de nombreuses années, un grand nombre d'heures, et avoir un besoin de reconnaissance. On est des êtres humains. Donc, et c'est la seule façon de mesurer cette reconnaissance, c'est sa place. Ça peut être sur un brevet, ça peut être sur une publication. Donc, il faut vraiment, en fait, cadrer qui est un auteur, qui n'est pas un auteur. On va en parler un peu, même si vous n'êtes pas encore directement touché par ça. Donc la qualité d'auteur doit être fondée sur un rôle explicite dans la réalisation du travail. Toutes les personnes remplissant la qualité d'auteur devant l'être. Les contributeurs qui ne justifient pas de la qualité d'auteur, selon les critères internationaux, doivent figurer dans les remerciements insérés dans la publication. Alors, il y a des pratiques, par exemple, c'est on fait signer ses potes qui, en retour, vous font signer. Et comme on en est à la mesure de la production scientifique par le nombre de publications, c'est un moyen d'augmenter son nombre de publications. Ça, évidemment, c'est une pratique qui est absolument pas honnête. La liberté d'expression et d'opinion s'applique dans le cadre légal de la fonction publique avec une obligation de réserve, ça je vous en parlais un petit peu, une obligation de confidentialité et de neutralité, de transparence des liens d'intérêt. Vous en avez parlé beaucoup, c'est un peu ce que je vous disais, il faut toujours dire d'où on parle. Voilà, on est soumis à des tensions contradictoires, mais si je vais m'exprimer à la radio ou je ne sais où, sur les OGM et que j'ai pris la précaution de dire que je suis financée par Monsanto, on entendra ma parole différemment. Ou que je suis par ailleurs, que j'appartiens à un mouvement de lutte contre les organismes génétiquement modifiés. Donc le chercheur exprimera à chaque occasion à quel titre, personnel ou institutionnel, il intervient et distinguera ce qui appartient au domaine de son expertise scientifique et ce qui est fondé sur des convictions personnelles. Autrement dit, si je suis invitée sur France Inter à parler d'immunologie, ou des avancées en immunothérapie, est-ce que je me place comme expert? Est-ce que je pense que je suis suffisamment expert pour donner mon avis sur l'immunothérapie, le bien fondé ou les avancées de l'immunothérapie? Ou est-ce que je m'exprime en tant que Claire Ivrose, travaillant dans le domaine, mais ayant mes convictions personnelles? Les deux se défendent, il suffit de le dire. Donc la communication sur les réseaux sociaux doit obéir aux mêmes règles. Alors là, par exemple, moi je fais toujours cette petite remarque avec des étudiants donc, qui font de l'expérimentation animale. Je sais qu'on a tendance, enfin vous plus que nous, à prendre des photos avec son téléphone portable, etc., à faire des petits gags qu'on envoie la souris en croix sur le tableau de liège avec des épingles, avec un lol à côté ou quelque chose comme ça. Sur les réseaux sociaux, non. Parce qu'on ne sait pas où ça va arriver, comment ça va être interprété. Et même si entre copains, finalement, on sait à peu près comment ça va être reçu, ce n'est pas forcément le cas sur Facebook, enfin, encore que vous n'utilisez plus Facebook, je pense. Donc faites attention aussi à ce type de choses qui paraît un peu anodin, mais qui ne l'est pas. Donc là, c'est pour les listes d'auteurs. Donc, il y a des pratiques qui dépendent en fait des domaines. Mais par exemple, en sciences, donc le premier auteur et le dernier auteur sont importants. Le premier auteur, en général, c'est c'est celui qui a fait beaucoup de choses, premier ou deuxième auteur. Et le dernier auteur, c'est normalement celui qui a conçu le travail. Mais ça peut être aussi celui qui a trouvé les sources de financement et qui n'a pas fait le travail. Donc, il y a quand même des règles qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont des règles de déontologie. Et il y a des recommandations pour la signature des articles scientifiques. Il y a eu de nombreuses recommandations qui ont été faites. J'aime bien ces recommandations faites par l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé,
Donc, un auteur doit remplir simultanément 3 conditions: avoir joué un rôle substantiel, alors bon, ça c'est un peu flou, hein, substantiel, dans la conception du projet et du protocole expérimental ou dans l'acquisition des résultats ou l'analyse des interprétations des résultats, avoir écrit la première version de l'article ou effectuer une relecture correspondant à un apport significatif en termes de contenu intellectuel, et avoir approuvé la version finale et en assumer sa responsabilité. Parce que le jour où vous êtes accusé de fraude, ou un article est considéré comme frauduleux, si vous êtes co-auteur de cet article, vous êtes éclaboussé, au moins, par cette accusation de fraude. Donc, signer un article, c'est prendre une responsabilité. Donc, je vous conseille de lire l'article si on vous propose d'être signataire et d'exercer votre sens critique pour ne pas signer n'importe quoi. Alors, en fait, ces conditions, elles semblent simples, mais en pratique, elles sont exigeantes. En particulier, ce qui arrive quand même pas mal, il y a des travaux de recherche qui sont très longs dans la durée. Un des chercheurs, postdoctorants, doctorants, est parti, et puis parfois on voit disparaître son nom parce que loin des yeux, loin du cœur, donc il faut chercher à garder la trace de qui a fait quoi. Maintenant, il y a beaucoup de journaux qui demandent en fait pour chaque auteur sa contribution et de façon assez précise. Là, c'est pareil, je ne sais pas si vous serez amené à signer des articles. Je vous conseille en fait de faire ça, de dire exactement à quoi vous avez participé. C'est important pour votre CV parce que vous pourrez laisser la trace de ce que vous avez fait sur une publication. Et puis aussi, si jamais cette publication est rétractée, accusée de fraude, etc., vous pourrez dire « j'ai participé à telle et telle partie de l'étude, mais pas aux autres ». Alors, pour revenir à la communication, donc la liberté d'expression, mais ça, on va passer parce que je vous en ai déjà parlé, c'est d'où je m'exprime et comment je m'exprime, et au moins je dois le dire. Et donc là, oui, juste un petit point, distinguer son intervention experte en tant que chercheur de l'expression de ses opinions personnelles, respecter un devoir de réserve s'il y a un tel engagement vis-à-vis de l'employeur, de la confidentialité de leur recherche, mais savoir à juste titre lancer des alertes à ses directeurs de thèse ou à ses employeurs si on pense qu'il y a des choses qui sont faites de façon incorrecte. Et savoir conserver une position objective face au refus de la discussion, par exemple face à des groupes comme des groupes qui sont contre l'expérimentation animale, qui peuvent être extrêmement extrêmement violents dans leurs paroles et même dans leurs actes. Alors, la responsabilité dans le travail collectif. Le chercheur s'engage dans les missions qui lui sont confiées par son employeur en respectant les règles de bonne conduite dans l'institution. Les responsables de collectifs et plus généralement les chercheurs ayant une mission d'encadrement et de formation doivent consacrer une attention suffisante pour faire partager le projet collectif, expliciter la contribution et accroître les compétences de chacun dans une dynamique collective. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez réclamer gentiment, mais à vos mentors, c'est-à-dire qu'ils vous donnent du temps, parce que comme apprenti chercheur, vous avez besoin de temps pour qu'on regarde vos données, pour vous apprendre à lire de façon critique des données, etc. Et malheureusement, en fait, moi, je pense que la chose qui est la plus détrimentaire pour l'intégrité, c'est le manque de temps. Mais réveillez-nous, hein, de temps en temps. Moi, j'ai mes stagiaires ou qui me disent bah là ça fait un moment qu'on t'a pas vu, on a vraiment besoin de toi. Donc je m'assois dans mon bureau et je leur donne du temps, et en fait je suis contente de parler de science plutôt que de traiter des problèmes administratifs. Le respect dans les relations de travail constitue un comportement à promouvoir. Les discriminations, le harcèlement, l'abus d'autorité relèvent de fautes professionnelles. Alors non seulement c'est des fautes professionnelles, en plus quand il y a un environnement peu propice à la communication, à l'optimisme, etc., on a plus tendance à frauder. Donc ça aussi, c'est important de penser son environnement comme un environnement où il fait bon travailler.
Et en fait, comme stagiaire, étudiant, etc., vous participez aussi à cette ambiance. Et la falsification, la fabrication de données, le plagiat sont les manquements les plus graves à l'intégrité. Ils doivent être signalés à l'institution et combattus. Et donc, les manquements à l'intégrité doivent être signalés à l'institution et combattus. Maintenant, c'est une de vos responsabilités, une de nos responsabilités. Et il y a une loi de déontologie des fonctionnaires, la loi Sapin 2, qui a mis en place un dispositif pour protéger les lanceurs d'alerte. Donc, vous pouvez, en fait, dénoncer et vous devez dénoncer des pratiques non intègres et c'est dans un cadre légal. Donc, vous pouvez retrouver la loi Sapin 2 avec les différents liens. Donc, les alertes scientifiques, les fraudes scientifiques peuvent être qualifiées d'alertes au sens de la loi du 9 décembre 2016. En France, falsification et fabrication ne sont pas susceptibles d'un traitement pénal. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, le plagiat, lui, peut être poursuivi devant le tribunal correctionnel. Et il faut toujours garder à l'esprit que des fraudes dans des résultats scientifiques peuvent générer des menaces ou des préjudices graves pour l'intérêt général. C'est en ça que les lanceurs d'alerte sont protégés par la loi Sapin, puisqu'en fait, ces fraudes peuvent être une menace pour la société. Alors, l'impartialité et l'indépendance dans l'évaluation et l'expertise, on en a parlé. C'est difficile d'être totalement indépendant. Vous l'avez très, très bien traité, donc on va aller vite. Lors de l'évaluation d'un projet de recherche d'un laboratoire ou d'un collègue, le chercheur examine tous les dossiers avec impartialité en déclarant ses liens d'intérêt. Alors, ces liens d'intérêt, ça peut être je travaille avec une industrie pharmaceutique, ça peut être aussi vous recevez le dossier d'un collègue à évaluer, mais en fait, il s'agit d'un très bon ami, vous êtes la marraine de son fils ou de sa fille, c'est le cas par exemple pour moi, eh bien, vous ne pouvez pas évaluer de façon objective ce travail, donc vous dites, il y a un conflit d'intérêts, je suis trop amie avec cette personne, je ne vais pas évaluer son projet ou son avancement, etc. Il est tenu de respecter la confidentialité des délibérations et de s'interdire l'utilisation des données communiquées pendant la procédure d'évaluation. Vous pouvez recevoir en fait les données d'un concurrent et vous en servir pour faire avancer votre propre recherche. Vous pourriez. Bon, c'est totalement non éthique et non déontologique. Donc bien sûr, vous n'allez pas le faire. Pour une expertise exercée au titre de l'institution, le chercheur se doit de respecter les termes de la Charte nationale de l'expertise et de sa déclinaison à l'échelle de son institution d'appartenance. Donc il y a des chartes aussi pour l'évaluation et l'expertise. Donc on va passer ça parce que c'est un peu... Alors, sur l'impartialité et l'indépendance dans l'évaluation de l'expertise, en fait, il y a des craintes. Je voulais vous faire le test, mais je pense que les craintes augmentent. Je pense que, comme vous l'avez vu, il y a un certain nombre de journaux pour le grand public qui ont dénoncé des fraudes, et ça fait le buzz, ça fait plaisir. Ah là là, tous menteurs, tous tricheurs. Ça fait des gros titres, quoi. Et donc, c'est un problème parce qu'en France, il y a une perte de confiance. Là, vous voyez la perte de confiance. En France, peut-on faire confiance aux scientifiques pour respecter les lois et les règles qui encadrent leurs recherches? De mai 2011 à mai 2016, on est passé de 65 à 60. En France, ces scientifiques sont aujourd'hui efficacement contrôlés par les autorités de sûreté nationale et européenne. On est passé de 61 à 52. En France, on peut faire confiance aux scientifiques pour dire la vérité si jamais certaines de leurs recherches pouvaient avoir des répercussions sur la santé des individus. Là, c'est plus inquiétant. On est passé de 53 à 38. Donc, il y a une perte de confiance qui est évidemment très détrimentaire pour les chercheurs et plus généralement pour la société. Alors, pour les travaux collaboratifs et les cumuls d'activités, ça, je pense que ce n'est pas forcément quelque chose qui vous... Enfin, les travaux collaboratifs, oui. Les travaux collaboratifs, en particulier en dehors de l'institution et à l'international, feront l'objet d'accords préalables avec les partenaires publics ou privés. Il faut toujours vous souvenir que vous ne travaillez pas tout seul. Vous appartenez à l'ENS, le laboratoire peut
être financé par le CNRS. Donc, il faut connaître les pratiques et savoir exactement ce que vous pouvez faire ou ne pas faire et vous renseigner si jamais les personnes dans le laboratoire ne vous tiennent pas au courant. Donc, les mêmes règles déontologiques s'appliquant à la responsabilité d'intégrité, de transparence et d'honnêteté s'appliquent à ce cadre collaboratif. Et si vous êtes amené, ça je pense que c'est pour les gens un peu plus seniors, à donner des activités de conseil ou d'expertise en marge du travail de recherche, les chercheurs sont tenus d'informer leur employeur et de se conformer aux règles relatives au cumul d'activités. On est fonctionnaire, donc on ne peut pas cumuler d'activités, ou alors il faut demander l'autorisation d'avoir un cumul d'activités et de rémunération. La formation. Donc les règles déontologiques doivent être intégrées au cursus de formation. C'est pour ça que je suis là, entre autres. En particulier au sein des cursus de master et de doctorat. Vous, c'est bien parce qu'on vous prend même en amont. Et leur apprentissage doit être considéré comme participant à la maîtrise du domaine spécifique de recherche. C'est vrai que vous sensibilisez à ce type de problématiques dès le départ. On espère que ça vous éveillera sur les biais cognitifs que vous pouvez avoir, le fait qu'il ne faut pas rester seul face à des problèmes qui sont problèmes d'éthique ou d'intégrité, qu'on est en équipe, qu'on travaille en équipe et qu'on règle les problèmes à plusieurs. Et puis, donc de plus en plus, on demande aux chercheurs pour les financements, les publications. Maintenant, comme il y a eu donc ces cas de fraude qui ont évidemment entaché aussi les réputations des grands journaux, comme les fraudes qui ont eu lieu, des grandes fraudes dans Nature ou dans Science, évidemment, ça leur a porté tort. Donc maintenant, ils ont un cadre très précis dans lequel, par exemple, ils vous demandent de fournir toutes les données originales, de signer que vous avez bien des pratiques qui sont intègres, etc. C'est le même cas maintenant pour les financements à l'ANR, les financements de l'Europe. On vous demande d'attester que vous avez été formé et que vous suivez une déontologie précise. Alors pour le plagiat, donc c'est peut-être pas la peine de revoir ce qu'on a déjà vu. Moi, c'est toujours ce que je montre aux étudiants autour du plagiat. C'est ça, c'est What do you mean? All my facts are wrong. I copied everything straight off the internet. Et voilà. Donc moi, je vous le cite. Je vous ai mis le site internet sur lequel j'ai trouvé ce petit dessin. Si je fais disparaître ça, c'est du plagiat déjà. Et si je vous fais ça, parce que je sais que j'ai affaire à un public français, c'est du plagiat. Parce que, en fait, c'est de la paraphrase ou de la traduction, mais j'ai rien inventé. En plus, j'ai pu le mettre dans Google Translate et voilà. Donc, je me dois de mettre adapté, enfin là, je l'ai mis en anglais, mais adapté de, avec toutes les références aux petits dessins que j'ai faits. Alors, ce qu'il faut citer, c'est juste pour replacer les choses, je pense que c'est important. Les phrases de l'auteur que l'on reprend mot à mot. Les phrases de l'auteur que l'on a reformulées ou modifiées. Ça, c'est beaucoup fait. Moi, je le vois dans des articles, des copies où on paraphrase. C'est mes mots, donc oui, non, mais vous dites la même chose que l'auteur. Donc, évidemment, il faut citer l'auteur. Et puis aussi les tableaux, les graphiques, les photos, comme je vous l'ai montré ici, qui sont empruntés à des auteurs. Donc mon conseil, quand vous préparez une présentation, un cours, etc., c'est dès que vous prenez des images, prenez vite d'où vous les avez tirées, parce qu'après on oublie. Et donc vous le collez dans votre fichier, vous collez la référence, et comme ça, évidemment, vous pourrez la reciter. Les règles à connaître. Les mots empruntés à l'auteur doivent être mis entre guillemets. Si vous changez une partie du texte, assurez-vous que le lecteur le saura. Donc, on met 3 petits points quand on a enlevé du texte. On cite l'auteur dans le corps du texte ou dans une bibliographie bien référencée. Maintenant, il y a plein d'outils de bibliographie qui sont vraiment super, qui sont des aides aussi pour vous parce qu'on peut garder un article entier, le résumer, etc.
Si vous paraphrasez l'auteur, oui, si vous paraphrasez, l'auteur doit être cité dans le corps du texte et la référence bien précisée dans la bibliographie, selon Trucmuche. Vous pouvez mettre vos propres mots, mais vous avez mis selon Trucmuche. En ayant soin de ne pas déformer ce qu'a dit l'auteur. Parce que moi, ça m'arrive d'être cité dans des articles et on me cite à tort, enfin, pour me prêter des propos que je n'ai pas tenus. Alors ça me met hors de moi. Je préfère encore ne pas être cité qu'être cité à tort. Alors, que pouvons-nous faire pour promouvoir l'intégrité? Et là, en fait, bon, j'ai repris ça. Je pense que, en fait, et vous l'avez bien noté, c'est des problèmes qui sont des problèmes à plusieurs niveaux. J'avais un peu... C'est-à-dire que, certes, il faut connaître vos propres biais cognitifs. Ça, c'est sur le plan personnel. Vous avez autour de vous des collègues qui doivent vous rappeler à l'ordre. Et vous pouvez être le collègue qui dit « Non, là, franchement, t'exagères, quoi ». Enfin, faut pas faire ça. Il faut le faire gentiment. Vous n'êtes pas obligé d'être donneur de leçons. Mais aussi rappeler à l'ordre en disant, avant d'ailleurs d'aller voir le comité d'intégrité scientifique, dire à votre collègue, là, je pense que ce n'est pas une bonne pratique, tu devrais faire ceci ou cela, et en discuter ouvertement. Et ça, on peut le faire seulement dans des endroits où on est en confiance, où on a envie de travailler ensemble. Donc l'ambiance dans le lieu de travail est évidemment extrêmement importante, parce que quand on a ces liens de confiance, on peut dire à son collègue, je pense que là, tu dépasses les bornes. Et puis, évidemment, il y a l'institution qui doit vous soutenir dans ces efforts. Là, j'ai vu, par exemple, je râle, moi, à l'Institut Curie, parce qu'on n'a pas de lieu de convivialité. Les lieux de convivialité, ça fait aussi partie d'un environnement où on va être amené à discuter avec ses collègues, à les connaître, etc. Donc l'institution doit vous soutenir dans ces efforts et vous pouvez être en droit de dire « ouais, moi je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait mettre en place ». Souvent, le boss, entre guillemets, il est un peu débordé. Et c'est bien, vous pouvez vraiment lui dire, je pense qu'on pourrait mettre, par exemple, une fois par semaine, on pourrait parler des problèmes dans le laboratoire, un peu de logistique, etc. Ce qui aide, en général, on est très preneur de ces conseils parce qu'on en a besoin. Et donc, vous prendre en charge et faire remonter un certain nombre de choses au niveau de l'institution, c'est important aussi. Et puis, bien sûr, on est dans une société et je pense qu'il y a aussi des responsabilités qui sont, par exemple, comme vous le disiez, il faut former le grand public à comprendre la recherche. Parfois, c'est quand même un peu difficile. Maintenant, on est dans des spécialités très, très pointues. Moi, parfois, je ne comprends même pas ce que fait mon collègue qui était immunologiste, qui a fait les mêmes études que moi et qui est maintenant parti dans un domaine que je ne comprends pas. Donc ça, c'est un peu difficile. Mais par contre, on peut demander à des journalistes scientifiques de bien faire leur boulot, parce que ça va être l'intermédiaire entre vous, enfin les chercheurs, nous, et le grand public. Donc on peut tous faire quelque chose. Et par exemple, aujourd'hui, vous avez fait quelque chose pour l'intégrité scientifique en réfléchissant tous ensemble, et je vous remercie.